pays des droits de l'homme, Faustin Touarega-Mungu? Écoutez, franchement, hein, moi je pense qu'il faut dire la vérité. Nous ne sommes pas ici pour raconter des histoires. Développement économique, le président est aimé par son peuple. C'est quoi ces histoires-là? Le développement économique, c'est une réalité quand même, il y a des chiffres. Oui, mais écoutez, depuis 1973, il y a eu un coup d'État du président Habyarimana. Depuis lors, les médias, toutes les capitales occidentales ne faisaient que dire que M. Habyarimana est le premier en Afrique à avoir donné un développement à son pays. Aujourd'hui, on répète la même histoire, sous prétexte que, voilà, Kigali n'a plus de plastique, tout est nettoyé, etc. Je ne crois pas qu'il y ait eu quelque chose d'ajouté, exception faite et peut-être de la propreté. Le développement du Rwanda ne s'est pas fait depuis que Kagame est au pouvoir. Entendons-nous. Kagame n'a pas trouvé le Rwanda dans l'état où ce pays se trouvait du temps de la monarchie, disons en 1959 ou 60. Alors, pour les droits de l'homme, le 30 juin de cette année, Kagame a tenu un discours inacceptable. Il a dit, le droit de l'homme, je m'en fous, l'espace politique, je m'en fous, la démocratie, je m'en fous. Tout cela ne peut pas s'appliquer dans mon pays. C'est quel genre de pays ça? Le pays appartient au peuple rwandais, pas au président Kagame. Quant à être aimé par son peuple, on est forcé, bien entendu. On est forcé de l'aimer. Qu'est-ce que vous voulez? Il s'impose, souvent par la violence. Le Rwanda étant un peuple, tout simplement, qui accepte son pouvoir depuis des siècles. Être dans l'oppression, on l'assume. Mais nous voudrions qu'aujourd'hui, au début de ce siècle, il y ait absolument, au moins, un petit espace pour que les gens puissent s'expliquer. Florangel. Pour les journalistes, Madame Agnès se trouve toujours en prison. En prison, elle est malade, elle peut même mourir aujourd'hui. Pour quelle raison? C'est comme Madame Ingabire. Madame Ingabire, quel crime a-t-il commis pour qu'elle soit condamnée pendant 8 ans? Vous parlez d'être associé aux malfaiteurs ou aux combattants qui sont au Congo. Ils ont tout simplement dit qu'ils n'étaient pas contactés par cette dame-là. Nous demandons qu'elle soit relâchée. Allez, Florangel. Vous rentrez dans l'affaire Ingabire, c'est autre chose, mais je crois qu'il faut changer l'analyse des grilles de lecture concernant le Rwanda. C'est pas ou tout dictateur, ou tout démocrate, etc., etc. Il y a eu un consensus après le génocide qui a été de dire il faut reconstruire, et pour reconstruire, il faut un homme fort. Kagame a été cet homme fort, mais aujourd'hui, on arrive à la fin de ce processus. Parce que la stabilité ne peut pas se faire au détriment des libertés publiques. On a des organisations membres au Rwanda qui sont des organisations de défense des droits de l'homme indépendantes qui aujourd'hui ont été démantelées. C'est déjà passé par le passé. Il y a toujours un balancier entre une possible liberté d'expression et un contrôle. Pour la presse, c'est pareil. La presse n'est pas complètement aux ordres, mais elle est très fortement influencée, ce qui fait qu'en fait, elle est un petit peu aux ordres. Et donc, on est toujours dans cette affaire de balancier, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Pourquoi? Parce que la stabilité ne peut pas se faire toujours au prix du verrouillage. On l'a vu avec les Ben Ali, on l'a vu avec les uns avec les autres, qui étaient des remparts contre ci, contre ça, qui développaient l'alphabétisation. Mais aujourd'hui, il faut absolument des libertés publiques, sinon cette stabilité, ce développement démocratique ne sera pas durable, puisqu'à un moment, les gens doivent s'exprimer. C'est les droits universels que vous évoquez. Il disait les droits de l'homme, eux, sont bafoués, mais un président qui traverse bien aujourd'hui des difficultés diplomatiques, et notamment sur le plan régional. Le Rwanda est accusé notamment par les Nations Unies de soutenir la rébellion du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors je vous propose ensuite d'écouter Paul Kagame sur ces accusations, un sujet qui irrite le président rwandais, comme l'a constaté Marc Perelman, qui l'a interviewé en juillet 2012 au micro donc de France 24. Paul Kagame. Je ne sais pas et je m'en fiche. N'en faites pas mon problème, s'il vous plaît. Faites-en un problème congolais ou un problème de la communauté internationale. On ne devrait pas me poser des questions tout le temps sur le Congo. Allez, parlons du Rwanda maintenant, s'il vous plaît.
Voilà, et ce tweet d'un internaute, les langues se délient, le monde découvre peu à peu la vraie face de Paul Kagame. Antoine Glaser, pourquoi une telle nervosité de la part du président rwandais sur ce sujet ? À mon avis, la principale raison, c'est qu'on dit que ce sont les Nations Unies, les rapports des Nations Unies qui accusent le président Paul Kagame de soutenir le mouvement rebelle du M23, qui est un mouvement congolais. Et malgré des tas de négociations entre le gouvernement central congolais et ce mouvement rebelle, ça n'a pas abouti. Et bien sûr, c'est à sa frontière. Il faut comprendre aussi que Kinshasa est à des milliers de kilomètres du Kivu, que l'influence de Paul Kagame dans cette région est absolument importante. Il est très agacé parce que ce n'est pas simplement les Nations Unies, cette fameuse communauté internationale. Les Américains, pour la première fois au mois de juillet, les Américains qui ont toujours été principal soutien de Paul Kagame, a dit qu'il fallait arrêter qu'ils soutiennent le M23. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, très récemment, il y a une résolution en même temps française mais américaine qui demandait à ce que le Rwanda soit, qu'il y ait deux chefs de ce mouvement rebelle du M23 qui soient condamnés. Et le Rwanda est actuellement au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous savez, vous avez des permanents et vous avez des pays qui tournent. Et il a refusé la condamnation de ces commandants du M23. Donc, je veux dire, ça montre bien aussi que la patte, je veux dire, du Rwanda, l'influence du Rwanda, et il faut savoir que pour le Rwanda, ça, je veux dire, ça, en se faisant l'avocat du diable, il considère qu'il y a aussi le FDLR, le Front démocratique de libération du Rwanda, qui sont les Rwandais qui veulent attaquer le Rwanda. Et à ce moment-là, il a toujours justifié ça en disant, voilà, moi je soutiens un mouvement rebelle contre rebelle. C'est une vraie menace ? Non, c'est pas une menace. Franchement, compte tenu de la puissance maintenant militaire du Rwanda, c'est pas une vraie menace. Le problème du Congo, c'est que le Congo ne contrôle pas son pays, ne contrôle pas ces zones du Kivu. Vous vous rendez compte que la principale opération de maintien de la paix des Nations Unies, ça se trouve au Congo, il y a des dizaines de milliers d'hommes. 20 000 hommes. 20 000 hommes. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Les gens, les femmes continuent à être violées, ça continue à être un désastre absolument humanitaire. Oui, parce que ça, il faut le dire quand même, Antoine Glaser, parce qu'aujourd'hui, tous les médias ont les yeux rivés sur la Syrie, sur ces 100 000 morts, plus de 100 000 morts en Syrie, qui est terrible. Mais là, on parle de millions de morts dans l'est de la RDC. Et c'est un conflit aujourd'hui oublié, il faut le dire. Mais non seulement c'est un conflit oublié, et c'est un conflit, en fait, personne n'a envie de s'en mêler, parce qu'encore une fois, comme ce qui a été dit, c'est vrai que Paul Kagame, du fait du génocide, bon, la communauté a considéré que finalement, le bordel ambiant, finalement, en ayant un Rwanda fort, ça allait stabiliser toute la région. C'était ça l'idée. Et on voit que non, malheureusement, à tel point d'ailleurs que le problème de l'Est du Congo, c'est qu'on a dû créer au sein des Nations Unies une force d'intervention pour suppléer l'armée congolaise qui n'arrivait même pas à tenir son territoire. Deuxième élément important concernant l'Est du Congo, c'est que le Congo regorge de ressources naturelles. Le coltan notamment. Notamment le coltan qui est dans tous nos téléphones portables. Mais vous pouvez nous dire ce que c'est, voilà, pour nos téléspectateurs. C'est un métal rare que l'on trouve à 85% au Congo. 85% des ressources mondiales sont situées au Congo, dans les différentes régions du Congo. Et c'est absolument nécessaire dans tous les téléphones portables, par exemple, et dans les technologies de haute précision. Forcément, ça devient un enjeu mondial. Et cet enjeu mondial, avec toutes les complicités, il n'y a pas que le Rwanda, il y a les autorités locales et nationales congolaises. Les multinationales aussi, on dit les multinationales, parce que ça aussi on les oublie. Absolument. Finalement, les Occidentaux condamnent, mais... Comment se fait-il qu'on extrait du coltan à l'est du Congo de façon illégale et qu'on le retrouve dans nos portables de façon légale? Ça veut dire qu'il y a une chaîne de responsabilité dans laquelle toutes les autorités, quels qu'elles soient les pays, quel que soit leur degré de responsabilité, joue et retire de l'argent. Et donc, en plus de la profondeur stratégique dont parlait Antoine Glaser tout à l'heure, ce besoin pour le Rwanda d'avoir une profondeur stratégique pour garantir sa sécurité, cette question des ressources naturelles est aussi au sein même du conflit. Mais comme je le disais tout à l'heure, la question démocratique est exactement la même chose d'un point de vue militaire. Ce qu'on permettait de faire au Rwanda en termes militaires à l'est du Congo, et aujourd'hui n'est plus permis, et donc la déstabilisation que cela engendre dans la question politique à l'est du Congo est aujourd'hui insupportable, puisqu'on a des millions de morts, et que cette politique là n'a produit que de l'instabilité. Donc aujourd'hui, il faut absolument restabiliser l'Afrique centrale. Je crois que... Pourquoi le Rwanda, pourquoi Paul Kagame ne lâche pas cette rébellion du M23 ? La question est très mal posée.
le Rwanda ne soutient pas le M23. L'ONU dit le contraire. L'ONU, ce n'est pas la première chose. Nous savons comment l'ONU a toujours réagi face à des situations. Donc ce que vous nous dites, c'est que l'ONU ment. Mais l'ONU ment. Retournons-nous dans l'histoire. Regardons en 1994, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que c'était un génocide qui se faisait aux yeux et au sud de tout le monde? Pardonnez-moi, répond Jacques Kagame, ambassadeur donc, du Rwanda en France, sur le soutien du régime donc, de Paul Kagame à la rébellion du M23. C'est en tout cas ce que dit l'ONU et vous démentez toujours ce soir. Absolument. Il n'y a pas de soutien du Rwanda au M23. C'est un amalgame qui est fait depuis longtemps entre les populations rwandophones du Congo et les Rwandais du Rwanda. Nous savons d'où est venu ce problème. Il y a la période coloniale, il y a le partage de l'Afrique, il y a en 1920 le partage de la distribution du gâteau, je dirais, allemand perdu. Mais là, vous nous faites l'histoire du Rwanda. On ne peut pas comprendre. Pardonnez-moi, il y a un rapport de l'ONU qui dit aujourd'hui que vous armez, enfin que le régime de Paul Kagame arme les rebelles. Ce qui est complètement faux. Vous dites que c'est faux. Un mot. Oui. Quand même, je pense qu'il faut dire la vérité ici. Depuis 1996, M. Kagame, le président du Rwanda, a toujours voulu pénétrer au Congo. D'abord pour détruire les camps de réfugiés et en plus pour massacrer au moins 300 000 Rwandais réfugiés. Et les FDLR? Attendez. Deuxièmement, oui, FDLR, c'est notre question. Je crois que le plus gros, c'était ramener les réfugiés au Rwanda. C'est les milices Hutus, on le rappelle pour nos téléspectateurs. Oui. De toute façon, je pense que la question du FDLR est très importante, mais, entre guillemets, je vous rappelle, 2012, l'armée rwandaise, en association avec l'armée congolaise, sont allés chasser les FDLR. Et l'armée rwandaise est rentrée en applaudissant, voilà, nous les avons chassés. Et ces gens-là sont toujours là. C'est étonnant. Deuxièmement, 17 000 soldats des Nations Unies sont au Congo. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont qu'à chasser les FDLR. Troisièmement, nous avons constaté qu'en 1998, il y a eu M. Kabarebe qui s'est planté à Kinshasa comme chef d'état-major des forces armées congolaises. Il y a des intérêts. Pas seulement l'Occident, mais le régime de Kigali aussi, et en particulier le président Kagame, qui a des liens avec des lobbies des sociétés internationales qui sont intéressés aux matières premières du Congo. Donc il ne s'agit pas tellement du FDLR et puis de dire la stabilité dans la région, la stabilité au Rwanda. Qui ont été ramenés du Congo, le monsieur Twagiramungu n'en parle pas. Les 3 millions de Rwandais qui étaient au Congo, réfugiés, pris en otage par les FDLR, vous n'en parlez pas, c'est étonnant. Et qui aujourd'hui sont au Rwanda, et ce sont ceux-là qui reconstruisent le Rwanda. 3 millions, vous voulez dire quoi sur 3 millions? Mais ce sont des faits. 3 millions, mais avant de faire entrer les réfugiés, il faudrait faire entrer le FDLR, d'abord. Et pas en faire un prétexte pendant 20 ans. Vous avez tout à l'heure posé une très bonne question en parlant il faut donner des MONUSCO qui n'arrivent pas à le faire. Il faut laisser les Congolais avec leur pays, le Congo, et occupez-vous du Rwanda pour y assurer la sécurité, la démocratie. Il n'y aura pas de sécurité au Rwanda tant qu'il y aura les FDLR en RDC. Allez, Antoine Glaser, peut-être pour vous. Ce qui est vrai, c'est que c'est très difficile de faire un débat sur le Rwanda si on ne parle pas du Congo. Je veux dire, s'il y a le problème, c'est aussi un problème congolais. Je veux dire, c'est pourquoi le Congo n'arrive pas à contrôler le Kivu. Il y a un problème aussi d'État congolais, etc. Donc, c'est vraiment difficile de parler du Rwanda sans parler du Congo. En fait, le problème, le débat central, c'est vraiment le Kivu. Ça veut dire à la frontière entre les deux pays et l'influence du Rwanda dans toute la région. Oui, avant l'arrivée au pouvoir du président Kagame, le Congo était un pays tranquille. Je vous propose, avant de nous quitter, d'écouter Paul Kagame. Il en est à son 2e mandat. En fera-t-il un 3e? Eh bien, en juillet 2012, c'était en juillet 2012, il affirmait que non. J'ai un pays désormais, ce que je n'ai jamais eu dans ma vie. Du moment où j'ai un pays stable, qui se développe, j'ai tout ce qu'il me faut. Je n'ai aucune inquiétude. J'ai une ferme quelque part où je pourrais dormir, lire, écrire et prendre du plaisir. Jacques Kagame, c'est sûr, il ne se présentera pas en 2017. Hein. Nous avons une constitution. D'accord. Le Rwanda s'est doté d'une constitution. Eh bien, nous respecterons la constitution qui a été établie par la population.